Bon, on va commencer doucement cette émission, messieurs. Je pense que certains nous rejoindront en route, mais voilà, pour ceux qui sont déjà là, on les a déjà suffisamment fait patienter. Merci à tous les trois d'être là avec nous pour clôturer un petit peu ce dispositif spécial Coupe du Monde de 11e art. Merci à Thibaut et à JB de nous avoir accompagnés pendant toute cette Coupe du Monde, c'était top. Et bonjour à toi Florian, je n'ai même pas pris le temps de te présenter encore. Comment ça va les gars ? Écoute, après une défaite en finale de Coupe du Monde, après un tel match, mon cœur ressent un vide énorme. Ouais. Mais je suis très très heureux. Thibaut ? Un peu comme après une séance de biking à la salle, tu sais, où t'as cramé 12 000 calories en 5 secondes. Et la dernière fois, j'ai failli vomir, tellement j'étais mort. Donc ça non, va voilà, pas. moi j'ai passé une super Coupe du Monde. Je trouvais que c'était une Coupe du Monde très intéressante. Même si je ne suis pas payé par le Qatar, pas encore. Voilà, ce que je tiens à dire aussi, aucun de nous n'est lobbyiste du Qatar et n'a été payé par le Qatar, ou alors c'est qu'on est très mauvais parce qu'on n'a vraiment rien gagné. Donc, il y a que le football, moi, qui me paye, donc c'est déjà pas mal. c'est ça. Et non, belle Coupe du Monde, on va y revenir, et avec plein de choses à voir. Moi, j'ai pu faire il y a plein de détails sur lesquels m'arrêter, il y en a plein d'autres sur lesquels je n'ai pas eu le temps de m'arrêter. Ouais, on va revenir évidemment sur tout ça. Je vais quand même demander comment va Flo, parce que j'ai passé cette petite finale avec lui et ça a été un petit peu compliqué. T'arrives à t'en remettre un peu ? Ouais, t'es resté prostré plus longtemps. Non, ça va, j'ai toujours un peu sous le choc de cette finale. Surtout, j'ai une part de moi qui ne veut toujours pas croire que le match est fini. J'aurais envie que ce match dure une éternité et ne se finisse jamais. Mais j'ai quand même accepté la défaite. Et Est-ce que toi on aussi, m'a t'as passé... eu l'impression de découvrir le métaverse ? Est-ce que toi aussi, t'as eu l'impression d'être dans le métaverse ? Écoute, si c'est ça le métaverse, en tout cas, je veux bien finalement. Je suis pas si réfractaire que ça. Non, puis surtout que l'Argentine, bon, c'est toujours assez amer de dire ça, même pas 24 heures après, enfin un peu plus de 24 heures après, mais ça fait quand même un super vainqueur. Et voir autant d'Argentins faire la fête, c'est quand même quelque chose qui, quand on est fan de foot, nous remplit de joie. Ouais, c'est clair. J'ai oublié de le préciser, mais tous ceux qui nous écoutent en live sur Twitch, n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat. JB, Thibaut et Flo, éventuellement, si vous avez des questions pour Flo, sont là pour vous répondre. Et tous ceux qui nous écoutent en différé, par exemple, par contre, n'hésitez pas à vous abonner ou à partager, comme ça, on aura encore plus de visibilité pour la rentrée. Je précise que je ne répondrai qu'aux questions sur Neymar, mais vraiment que sur Neymar. Très bien. Messieurs, on va commencer cette émission par revenir évidemment sur cette finale. Au-delà des émotions, vous, qu'est-ce que vous en avez pensé ? Je me permets de te poser la question à toi, JB, parce que je pense que tu vas évoquer aussi les questions d'ordre politique avec la présence d'Emmanuel Macron. Ah, alors, voilà, tu me lances directement dessus. Non, je te lance sur le match en tant que tel et on... Le match, écoute, j'avais dit que je ne répondrais à aucun média, j'ai bloqué tout, j'ai tout refusé, et j'étais avec 17 personnes à la maison, dont la moitié étaient des gosses. On a passé un super moment. Il y a des gens qui avaient jamais vu un match de foot. Ça a hurlé comme jamais on a hurlé, je pense qu'on a retourné l'immeuble. Ça m'a rappelé beaucoup de souvenirs, ça m'en a créé de nouveaux. Je me suis couché en ayant eu l'impression d'avoir vécu un truc de dingue, avec cette petite fêlure qui te dit ça aurait pu être extraordinaire. Bon, c'est juste fabuleux. Et puis Kylian Mbappé, quoi. Parce que mettre 3 pénaltys dans un match au même gardien, qui est le meilleur gardien de ta compétition, alors qu'il avait raté le dernier Euro, sans parler de sa reprise de volée. Ouais, c'est chaud. Encore une fois, t'as écrit l'histoire quand t'es allé en finale et que t'es une équipe de France. Donc, voilà. Ouais, Mbappé qui est déjà devenu le meilleur buteur de l'histoire des finales de Coupe du Monde. Hein. Donc c'est une stat à 23 ans qui est assez intéressante quand même. Thibaut, toi, ton retour... Qui risque rapidement de devenir le meilleur buteur de toute Coupe du Monde confondue. Ouais, c'est vrai. Oui, parce qu'il est déjà à 12 et que le record est à 16, si je dis pas de bêtises. Thibaut, toi, ton retour sur le match ? On a eu une sorte de concentré de ce qu'est une Coupe du Monde, en même temps de ce qu'est le football et de ce que sont les émotions liées à ce sport sur un match.
Alors, je ferai une distinction avec Séville, etc., parce que t'as pas eu le sentiment d'injustice. C'est le seul sentiment qu'il n'y a pas eu. D'ailleurs, c'était plutôt, à mon avis, une bonne nouvelle, parce que ça permettait d'éviter l'amertume. Mais on a eu un final à la hauteur de ce qu'a été cette Coupe du Monde-là, donc très inattendu, absolument irrationnel sur plein de sujets. C'était une Coupe du Monde qui était complètement irrationnelle, en fait. Moi, j'ai vraiment appris, grâce à cette Coupe du Monde, tu me diras s'il était temps, à faire la distinction entre ce qu'est la compétition et ce qu'est le football, quoi. C'est vraiment deux choses qui sont quasiment deux sports, deux mondes à part, même si il y a dans la compétition, en particulier le mondial, une sorte de concentré émotionnel de ce qu'est le football. D'un point de vue purement tactique, d'un point de vue de jeu, d'un point de vue esthétique en termes de forme, c'était pas du tout une Coupe du Monde. D'ailleurs, les compétitions internationales comme ça sont loin d'être des références maintenant. Ouais. Tout le monde joue un peu la même façon. En revanche, ça a vraiment tu t'apprends, en fait. Moi, j'ai beaucoup appris cette Coupe du Monde. J'étais très, très content d'apprendre qu'il y a une notion qu'on appelle la contingence et que le football, c'est vraiment un jeu avec la contingence. C'est vraiment tout ce qui peut ne pas être. C'est vraiment ça, le foot et en particulier la compétition. Ouais, c'est intéressant. Flo, je vais te lancer sur ta chronique. Je tiens juste à faire une petite précision. Déjà, à accueillir tous ceux qui nous ont rejoints. Je vois qu'il y en a quelques-uns qui arrivent progressivement sur le live. Petite erreur de ma part, puisqu'on a eu des petits problèmes techniques aussi sur le live. L'émission n'est évidemment pas un Tea Time Tom, c'est plutôt un débrief de notre, enfin pas un débrief, c'est un débrief de la Coupe du Monde et la dernière émission de notre quotidienne. Voilà, une petite erreur dans le titre, je voulais le préciser. Flo, je vais te lancer sur la même question, mais toi, je sais que tu as écrit une petite chronique pour animer un petit peu tout ce débat, et je vais te laisser l'expliciter. Exactement, pour revenir un petit peu sur cette finale et plus largement sur cette Coupe du Monde. Et ouais, voilà, c'est fini. Un mois de joutes et de combats, de surprises et de coups d'éclat pour finir aujourd'hui avec une sacrée gueule de bois. Celle-là même où l'amertume se mêle à l'ivresse de tout un peuple qui s'apprêtait à nouveau, 4 ans après, à défiler. Et qui, au terme d'un scénario dingue, se contente seulement d'accueillir son équipe avec fierté. Celle d'avoir brisé la malédiction des tenants du titre de rêver un exploit unique depuis 1962, pour finir par leur ouvrir le panthéon des vaincus magnifiques, dans la lignée de leurs prédécesseurs de Berlin à Séville. Alors est venu le moment de fermer la page de cette Coupe du Monde si singulière et que l'on quitte en ayant la sensation d'avoir vécu un moment d'histoire. 24 heures, ce n'est rien, et surtout pas assez pour comprendre, redescendre et analyser, mais suffisamment pour se rendre compte d'avoir vécu un moment d'éternité, une finale déjà entrée à la postérité. Celle du couronnement à l'aube de sa fin de règne d'un roi céleste, divin et héroïque, magnifié par le triplé d'un prince déjà sacré, au cœur d'un mano à mano anthologique. Une finale de rêve au dénouement tragique ici, mystique là-bas, mais une seule certitude de Paris à Cordoba, qu'à la fin, le football finit toujours par prendre le pas. Magnifique, Flo. Magnifique. Bon, écoutez, maintenant que j'ai eu vos 3 avis personnels sur le match d'hier, je voulais qu'on revienne un petit peu sur cette compétition en général, parce que bon, tout a déjà été dit sur cette finale, ou presque, en tout cas, il y a plein de personnes qui ont fait des débriefs tactiques, etc., qui le font beaucoup mieux que nous. Nous, on voulait faire un débrief sur cette compétition en général. Et je te parlais un petit peu d'Emmanuel Macron tout à l'heure, JB, mais je voudrais plutôt que tu nous parles du Qatar. Toi, qui connais quand même plutôt bien ce pays, comment est-ce que tu... es financé par le Qatar. Oui, c'est vrai que t'es financé, en plus, t'es payé. Pour en profiter, c'est un sorte de témoin, en fait, pour le témoin, le grand témoin. Non, le seul à avoir pris de l'argent ici, c'est Flo. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Et alors lui, il a pris tout le monde, hein, Saoudien, Émirati, la totale. Ouais. J'ai juste revendu un maillot du PSG sur Vinted. Ouais, c'est ça. Ouais, mais il était signé par l'Émir Al-Thani, ça change tout. Exactement. Non, écoute, j'ai bien aimé la formulation de Thibaut tout à l'heure. Cette Coupe du Monde, j'ai appris des choses. Et très honnêtement, je m'y attendais pas. Et c'est exactement ce que je voulais dire avant qu'il le dise. C'est super. Voilà. Après, si on revient sur le politique, c'est probablement la Coupe du Monde la plus politique dans son traitement médiatique. C'est la Coupe du Monde qui est probablement la plus politisée, beaucoup plus que toutes les autres. Et je suis allé y voir très très loin. J'ai pas le souvenir qu'on en ait eu autant, qu'il y ait eu autant de traitements, qu'il y ait eu autant d'approches. Ça a ouvert les yeux aussi sur une chose, c'est qu'on a tendance à regarder le monde de là où on se trouve, et qu'on a tendance à oublier que les autres peuvent le regarder d'ailleurs, en ayant une autre vision du monde. Donc ça te rend moins bête.
À cette occasion, j'ai beaucoup discuté avec des journalistes africains, des journalistes asiatiques, par le biais des rencontres, des interviews, etc. Et bah, tu te rends compte vraiment qu'on n'a pas la même vision du monde, même avec nos amis canadiens, par exemple. Et ça te rend encore une fois plus intelligent. Après, ce qu'on a vu, c'est une Coupe du Monde qui pose des questions. Et là encore, j'aime beaucoup la phrase de Thibaut, par exemple sur le boycott. Hein. C'est un vrai problème auquel on propose une réponse qui n'est pas la bonne, en tout cas une mauvaise réponse. On s'est pas mal aligné, je pense, avec Thibaut sur 2-3 sujets. Et pour en revenir... on est financé par la même personne, c'est sûr que... Voilà, c'est ça. Ouais, c'est l'avantage, hein, c'est le Doha pour nous, c'est un aller simple, vers la fortune. Voilà. D'ailleurs, il y a Jules qui demande, qui est sur le live et qui demande si c'est vrai que dans le privé, JB appelle l'émir Macouille. Ça dépend à quelle heure, hein, à quelle heure il le voit. Ça dépend à quelle heure. C'est Al-Macouille. Al-Macouille. Après l'apéro, tu vois. Là, on va pas tarder en rentrant en zone Macouille, là. Voilà. Et Jules, je te dis ça comme ça, mais on en parle demain au déjeuner. Et là, tu verras qu'on ne parlera pas comme ça. Ce qu'on a vu, c'est comment un régime autoritaire pouvait aussi servir du sport à dessein, et comment il avait le droit de le faire parce qu'une institution internationale lui permettait. Il faut aussi le rappeler. Il n'y a pas que le Qatar. Si le Qatar a fait tout ça, c'est qu'on lui a permis de le faire. Qu'on n'oublie peut-être pas aussi une chose, et ça, je sais que ça fait pas plaisir, mais en dehors de toutes les questions légitimes, droit des migrants, droit des travailleurs, droit des LGBT, droit finalement au respect de l'environnement, le Qatar a le droit de se développer aussi, et elle a le droit de profiter des failles des autres. Ouais, il a pris sa relax, hein. Il a pris sa relax, t'as vu ce que j'avais dit. Et voilà, et après, une fois qu'on a dit ça, non, cette Coupe du Monde, elle se termine par une politisation de l'événement par notre président, que moi je trouve plutôt normal dans la présence. Alors peut-être qu'il a été un peu trop présent, mais en tout cas il y était, et c'est ce qu'on attend d'un président, c'est que dans la lignée thaumaturgique de nos rois, on vient soigner finalement par la position des mains. Alors là, il a été très tactile, et on a vu Deschamps se crisper un petit peu. Est-ce qu'il fallait le faire? Oui, il fallait y aller. Est-ce qu'il fallait aller au Qatar 2 fois? Oui, parce que clairement, on appelle ça les relations internationales. Alors on peut aimer ergoter, faire comme certains éditorialistes de France Inter et aller se balader sur Libération pour se faire entendre. Tant mieux, c'est bien, ça fait parler dans certains cénacles. Mais la réalité, c'est qu'aujourd'hui, si vous voulez du cadre... Attention. J'ai dit quelque chose sur Libération. Désormais, je suis obligé de défendre. Non, après, moi, j'ai beaucoup aimé le traitement de Libé. Alors, ça, pareil. Je me permets parce que j'ai souvent tapé sur la presse généraliste à certains moments. Là, j'ai trouvé que le niveau de traitement de la presse et des médias français avait été assez exigeant. Et notamment Libé. Le dernier dossier qu'ils font sur le Maroc déjà et sur la finale, ça te permet de comprendre ce qu'une presse que tu finances permet de faire quand tu as des gens intelligents. Et je dis pas ça uniquement parce que Thibaut a écrit au moins 2 papiers dedans. Le Monde a fait aussi son taf, avec parfois des positionnements qui n'étaient pas les miens, ou qui allaient même au-delà du mien. Je pense qu'on a tous gagné avec cette Coupe du Monde, sans omettre, parce que là, on va encore nous accuser d'être pro-qatarien et d'avoir touché des millions d'euros. La seule chose que j'ai trouvée dans le placard, moi, c'est 35 centimes et des Playmobil. Hein, donc, on va se détendre. Moi, j'ai trouvé qu'on avait enfin compris, en tout cas essayé de comprendre, la complexité de l'événement. Et je me suis senti moins bête à la fin qu'au début. Voilà. Thibaut, on a même fait une émission, nous, ensemble, avant la Coupe du Monde, sur la question du boycott. Qu'est-ce que tu ressors de tout ça? Est-ce que tu penses que les 28 millions de téléspectateurs qui ont regardé... 9. Alors moi, je veux pas accabler les boycotteurs qui se sont rendus compte même que leur position était intenable. Et plus ils se sont enfermés dans leur boycott, plus ils se sont rendus compte qu'elle était intenable. Alors, on fait une question de valeur et de principe et s'y sont tenus, une infime minorité. D'autres se sont rendus compte assez rapidement de la superficialité de cette thèse. Et donc, finalement, on a bien vu que, même si je crois quand même qu'ils ont malgré tout gagné le débat,
ils n'ont pas gagné la bataille, mais ils ont gagné le débat dans la mesure où c'était eux qui ont fait l'agenda. La question n'était pas de savoir qu'est-ce qui se passait au Qatar. À mon sens, c'est un échec, hein, sur ce plan-là. C'était pas très intéressant. C'était pas de savoir qu'est-ce qui s'était passé au Qatar, mais est-ce qu'on allait boycotter ou pas. Qui n'était pas du tout le problème de cette Coupe du Monde-là. C'était pas de savoir si on allait boycotter ou pas. Ça, c'était un problème qui était totalement secondaire et qui est arrivé au premier plan parce qu'il était facile à mettre en scène. Donc pour les médias, c'était très, très pratique. Pour ou contre la vache qui rit, pour ou contre, voilà. C'était une sorte d'opposition très simple. Et en même temps, parce qu'il suscitait quand même la conversation autour d'un dîner de famille. Donc il a été central, mais même s'il a été, à mon avis, très artificiel. Et la position est intenable parce qu'on voit bien que entre ceux qui se radicalisent et ceux qui cherchaient absolument des preuves pour justifier leur position au gré de n'importe quelle déclaration de je ne sais qui, j'ai écrit un papier dans Eurosport là-dessus, jusqu'aux commentaires des courbes d'audience allemandes. On arrive dans des situations complètement grotesques, quoi. On commande des courbes d'audience d'un pays où on maîtrise rien. On aurait dit le Covid, quoi. C'était un peu le Covid. Donc donc ça a confirmé que cette position était, même si je la comprends rationnellement, elle était une impasse politiquement. Voilà, donc ça l'a confirmé. Et heureusement qu'on a vu cette Coupe du Monde parce qu'on a pu voir précisément la puissance du football et la raison pour laquelle précisément les États se battent pour accueillir cette compétition, parce que précisément, malgré tout, on continue à regarder. Il y a une puissance d'attractivité du football qui est unique. Est-ce que je me permets de te couper, Thibaut, est-ce que tout ça c'est pas dû au fait que le Qatar ait réussi cette Coupe du Monde? Alors le Qatar n'est pas responsable des scénarios des matchs. J'espère. Non, mais de la sécurité des stades, de l'accueil des supporters. Alors oui, alors ça peut-être, mais je vais te dire, nous de Paris ou de Nice, je veux dire ça, comme dirait Chirac, ça nous en tous une sans faire bouger l'autre. C'est pas vraiment je suis pas sûr sur le cœur du problème. Tout le monde s'est un peu gargarisé sur l'organisation. Bon bah c'est bien, ça concerne combien de personnes l'organisation de la Coupe du Monde du Qatar. En réalité, ça concerne les personnes. Ça concerne les gens qui sont sur place et c'est une infime minorité de personnes. Donc tant mieux si c'est bien organisé. Mais à la limite, peu importe pour nous. En tant que spectateur, peu importe qu'un tel ait pu manger à quelle heure, a pu trouver un restaurant en sortant du stade. Ouais, pardon, je m'en fous, en fait. Je suis désolé. Donc, c'est pas vraiment ça qui m'intéressait. Moi, ce qui m'intéressait, c'était de voir le déroulé des matchs. Effectivement, l'organisation, si elle est bonne, donc les joueurs sont dans de bonnes conditions. Et on a vu une Coupe du Monde complètement contre-intuitive. C'est-à-dire qu'on pensait ça allait être en hiver, donc les joueurs allaient être en pleine forme. Résultat, la moitié sont arrivés, étaient blessés. Que finalement on allait avoir une Coupe du Monde hyper tactique parce que tout le monde serait hyper en forme et finalement on a exactement le contraire. On a une obsession sur les 15-25. Il faut absolument réduire le temps des matchs, il faut absolument découper beaucoup plus. On a eu exactement l'inverse, on a eu des matchs beaucoup plus longs avec l'histoire des arrêts de jeu qui moi me semblait une super idée parce que ça a ajouté tout à coup une intensité dramatique justement à des minutes inutiles. C'était les dernières minutes. Et que tout à coup, quand t'es à 90 et qu'on t'annonce 10 minutes de plus, alors bon, après, sur un Angers-Reims, je sais pas si c'est une bonne nouvelle, mais sur un match comme ça, que t'aies 10 minutes en plus, c'est quelque chose qui était une sorte de bouffée d'oxygène à chaque fois, où tu sentais que ça relançait le match, en fait. Ça relançait les 10 dernières minutes. Donc, tu vois, paradoxalement, et c'est complètement contre-intuitif, pour redonner de l'intensité, il a fallu ajouter du temps. Et ce qui est exactement le contraire de tout ce qui était dit jusqu'à présent. C'est la preuve que les enquêtes, les études d'impact qu'ils ont faites, les analyses qui sont faites sur les matchs sont des analyses extrêmement superficielles. Elles sont faites sur des préjugés, sur des espèces d'idées reçues. Et quand tu regardes vraiment, tu expérimentes la réalité du football, tu te rends compte que finalement, l'expérience te montre l'inverse de ton intuition ou de ton hypothèse générale. Vas-y Flo, je sais que tu avais une question. Non, mais c'est très intéressant, mais c'est vrai que pour revenir un petit peu sur ce sujet géopolitique, on a beaucoup parlé du Qatar, qui était évidemment la question centrale. Moi, il y a un autre truc aussi qui m'a marqué, c'est au final, JB l'a rapidement abordé, c'est le côté, il y a un autre monde qui tourne sans l'Occident, ou en tout cas qui tourne à côté de l'Occident, mais pas dans le même sens, et qu'on a beaucoup vu, au-delà même de la question de l'organisation du Qatar, on a vu ces scènes de rapprochement géopolitique, on aurait pensé insensé il y a encore quelques mois entre le Sheikh Al Thani et MBS et Mohamed Ben Salman le Saoudien, enfin des scènes assez incroyables, le parcours du Maroc qui a réveillé toute une sorte de fierté arabe et africaine qui a été alors peut-être pour la fierté africaine peut-être un petit peu amplifiée par les médias, mais en tout cas sur le monde arabe on sentait vraiment quelque chose d'assez unique et historique.
dans tous les pays visiblement. Et puis je sais pas, en fait, d'avoir vu le podium comme ça me remettait en tête les images de 2018. Et même si voilà, l'équipe n'était pas qualifiée pour les raisons qu'on connaît, ça me fait aussi penser qu'il y avait un grand absent par rapport à 2018 qui était Poutine. On ne saurait pas du tout si la Russie se serait qualifiée ou pas avec l'exclusion de son équipe. Mais où au final, on se disait que dans ce monde-là, lui avait sa place à côté de ces gens-là aussi. Même si on aimerait qu'il en soit autrement. Sur ce plan-là, tu avais quand même en même temps la guerre en Ukraine et une omniprésence aussi de Poutine et de la Russie dans les médias. C'est-à-dire que sur les lignes de journaux, tout ça s'est fait en même temps, avec en même temps un rapprochement entre la Chine et la Russie. Ça, JB va certainement nous en parler, dire des manœuvres communes, et un rapprochement entre il y a une sorte d'axe qui est en train de se redessiner des pays non démocratiques. Donc d'un côté les pays arabes, un bloc arabe, versus un bloc asiatique, dans lequel l'Europe, effectivement, n'a plus vraiment voix au chapitre, au point même que la seule voix peut-être européenne qui portait à ce moment-là, qui était celle de Gianni Infantino, s'est déclarée précisément contre la tradition européenne. Ouais, exactement. Donc j'ai trouvé que ce plan-là avait été assez intéressant aussi, mis à part les images de Noël Le Graët qui n'est pas fier allure de la France sur le podium. Non, j'ai trouvé que cette Coupe du Monde sur ce plan-là était, à défaut d'être très réjouissante, en tout cas très très intéressante. Et puis je pense que le parcours du Maroc a quand même beaucoup aussi magnifié tout ça et permis à tout ça de s'exprimer beaucoup. Parce qu'on sait, une Coupe du Monde, on en a l'habitude, c'est à la fois on finit toujours par retrouver les mêmes en finale. Et pour autant, il y a des épopées, il y a des parcours qui font que la géopolitique classique n'est pas la même dans le foot, même si elle s'exprime aussi. On pense aux États-Unis, qui reste quand même un pays du tiers-monde à l'échelle footballistique. Mais ce qui est aussi intéressant, on en avait parlé un petit peu tout au long en analysant les matchs, c'est aussi quand même l'émergence et le retard de niveau de beaucoup de nations qu'on n'attendait pas, qui n'étaient pas des nations sportives, enfin des nations footballistiques en tout cas. Je sais pas, moi je pense comme ça à l'Équateur, au Canada. Alors l'Équateur c'est un pays de foot parce que c'est un pays d'Amérique du Sud, mais ouais, je trouve qu'il y a eu beaucoup de choses très intéressantes sur cette Coupe du Monde qui dépassent juste le cadre du jeu. Et quand je dis intéressant, je dis encore une fois pas réjouissant forcément, mais beaucoup de choses qui sont passées qui ont été très intéressantes à part le terrain. Ouais, si je peux aller dans le sens de ce que tu dis, je trouve que cette Coupe du Monde, elle a fait vaciller un temps la hiérarchie entre l'Amérique du Sud et l'Europe qui domine le foot mondial depuis longtemps. On a vu l'Asie monter. Souvenez-vous de l'Arabie Saoudite. Hein. C'est la seule sélection à avoir battu l'Argentine avec un entraîneur français. Donc Hervé Renard, is better than Didier Deschamps. Sorry for my English. Vous ajoutez le Japon, la Corée du Sud. Vous voyez avec les équipes africaines qu'elles jouent mieux avec des sélectionneurs locaux, même si elles font n'importe quoi. CF, le Cameroun qui tape le Brésil. On a eu des matchs un peu dingues. Après, très rapidement, passer l'écart, passer les huitièmes, on a vu un certain ordre des choses se rétablir. Mais on a eu des surprises. L'Argentine, elle peut ne pas passer face aux Pays-Bas. On a eu du suspense. Je suis d'accord avec Thibaut, c'était pas forcément prévu. Tout le monde s'attendait à quelque chose de plus défensif. On a vécu quand même une belle Coupe du Monde dans un cadre où on ne l'attendait pas, où finalement tout le monde attendait qu'il se passe quelque chose de négatif. Et on l'a pas vu, bien au contraire. Et puis il y a eu l'épopée marocaine. C'est là où on voit que le football est porteur aussi d'une capacité d'identification assez étonnante. On a enfin eu des débats intelligents sur les binationaux dans le foot, si on accepte les propos des extrémistes d'extrême droite, qui par définition font de la camelote avec rien. On a eu des choses intelligentes. On a vu des gens qui pouvaient exprimer plusieurs appartenances sans être forcément déchirés, tenaillés. Voilà. Et puis, on a les Bleus, quoi. Ouais. Personne n'aurait parié dessus, quoi. Honnêtement. Hein. Moi, le premier, j'étais là en train de me dire, si on passe les huitièmes de finale, c'est la fête. Ouais, moi, je rappelle que j'ai fait une chronique de 8 minutes précisant qu'ils allaient évidemment se cracher avant le premier tour. Moi, je l'ai dit à France Inter. Je lui ai dit, pronostic, ils passent pas le premier tour. Donc, c'est bien. Et honnêtement, t'as aussi vu là, moi, j'ai vu l'intelligence d'un homme. Alors, peut-être que la suite nous dira le contraire. C'est le management de Deschamps à certains moments. Tu te dis, il fait des choix, tu les comprends pas. Derrière, ça performe, tu sais pas pourquoi. Une capacité à se rapprocher de gens qui l'auraient peut-être pas managé de la même manière il y a quelques années. Une bande de gamins.
honnêtement, si on t'avait dit que t'étais à ça de gagner la Coupe du Monde avec Kolo Muani, Ouais. Le tout avec la moitié de ton équipe type à la maison au vestiaire. Bon, après il y a des points négatifs. Se souvenir de la Coupe du Monde, c'est peut-être aussi un gâchis, mais du côté des joueurs qui n'y étaient pas ou qui sont repartis. Je pense à Benzema qui a arrêté sa carrière aujourd'hui, comme pour finir de parasiter l'histoire d'une équipe de France. C'est son anniversaire aujourd'hui. Et c'est son anniversaire en plus. Ouais, je pense que c'est pour ça qu'il l'a fait. Ouais, je pense aussi, mais bon, Ouais. un peu dommageable. C'est celui de Kylian demain, donc on attend le tweet de Kylian demain. Ouais. Bah, disons que le timing, bon, encore une fois, il s'est raté, quoi. C'est dommage parce que c'est un super joueur, il était ballon d'or. Il est champion, enfin, il est vice-champion du monde, hein, en théorie. Et ça aurait été l'occasion de boucler la boucle correctement. Là, il devrait être à la Concorde en train de... C'est comme ça, c'est la vie. Et puis, on a vu effectivement Noël Le Graët en pilier de comptoir. Bon, bah, faut croire que Oudéa Castéra fera ce qu'il faut quand elle pourra le faire. On verra si les chances sont encore là. Moi, je sais pas, cette Coupe du Monde, je sors de là un peu... Un peu choqué, ouais. Ouais, parce qu'on a... J'ai rarement eu une Coupe du Monde où on a eu autant de choses à dire. Ouais. Et je dis pas ça parce Mais que... même, J'ai pas envie qu'elle se termine, en fait. Ouais. Aujourd'hui, il n'y a pas de foot et j'avais pas envie qu'elle se termine, quoi. J'ai pas envie de me dire que dans 10 jours, il y a Ligue 1. Ah, arrête, tu peux être tout pareil, toi, PSG Strasbourg, bordel. Ouais. Oh, l'enfer. Et dans 12 jours, il y a Coupe de France. C'est encore pire. Hey, contre Château. Ouais, mais en même temps, c'est le vrai foot qui recommence. Non, mais je- On va pouvoir enfin parler tactique, reparler de Régis Lebris. On va pouvoir à nouveau parler football, quoi. Parce que, non, mais c'est vrai, parce que dans la Coupe du Monde, je suis désolé, mais on n'a pas parlé de football. Bah justement, tiens, on va faire un petit bilan Impossible un de petit parler peu. de football. On va faire un petit bilan un peu des nouveautés qu'on a vues dans cette Coupe du Monde et des récurrences aussi qu'on voit. Je te laisse continuer sur ce que tu disais, Thibaut, sur justement l'aspect tactique. Et toi, tu trouves que, et je t'ai vu échanger pas mal sur Twitter là-dessus, que tu trouves qu'il y a une espèce d'homogénéité de chacun des types de jeux. On n'a plus de différenciation des types de jeux comme il y en avait avant, où on reconnaissait vraiment les types de jeux asiatiques, africains, etc. Donc il y a un côté peut-être positif dans l'évolution historique, qui est le progrès du football général. C'est un progrès général. Il y a plus vraiment d'écart énorme. En gros, tout le monde peut taper tout le monde sur un match, quasiment. L'Équateur, bon bah ils prennent l'Équateur ou le Costa Rica, tu peux dire bon ils prennent notre départ. Même l'Équateur, ça démarre bien. Le Costa Rica, ils prennent une danse d'entrée, mais tu sais pas, ça sur 10 minutes, s'ils prennent pas les 2 premiers buts, tu sais que ça peut basculer sur n'importe quel match. Tu as des joueurs qui jouent dans les grands championnats à chaque fois. On parle de l'effacement de l'Europe en termes d'Europe puissance. En revanche, l'Europe est omniprésente en termes de culture de jeu, en termes de référents. Ouais. Tu parlais des sélectionneurs africains, certes ils sont locaux, sauf qu'ils sont tous formés en Europe, et ils se revendiquent comme étant des entraîneurs presque européens. Regragui l'a dit lui-même, ça vous étonne qu'on joue comme les Européens. Donc c'est très intéressant sur le dialogue culturel, sur le rôle de l'Europe, sur le mouvement si je puis dire, de décolonisation du football, l'idée où l'Europe s'en éloigne, mais en même temps elle est omniprésente. Donc c'est assez un phénomène assez paradoxal. Et ça c'est le côté peut-être le plus intéressant. Après, ce que j'ai trouvé moins intéressant, c'est que on a eu à la fois une omniprésence du discours tactique pour justifier des trucs qui étaient complètement irrationnels en réalité, et qui sont à part des constats sur le passé, à part des reconstructions rétrospectives, on a bien malin celui qui pouvait prévoir que les deux derniers buts de l'équipe de France, les 2 buts puissent se marquer en 3 minutes, alors que la France était sous l'eau. Bien malin celui qui pouvait prévoir la victoire de l'Arabie Saoudite contre l'Argentine, bon, à part ma femme qui connaît rien au foot et qui a parié et qui a gagné des sous, tu vois, c'était vraiment. Moi, je vis avec Paul Le Poulpe, hein, donc elle a tous les pronoms, mais elle connaît rien au foot, ça sera bien. Est-ce qu'elle a gagné de l'argent au moins grâce au Bien sûr, beaucoup plus que moi. Bien sûr, elle a joué le Maroc, elle a joué l'Arabie Saoudite, elle a joué le Japon, enfin toutes les grosses cotes, quoi, et toutes les grosses cotes passaient, donc ça c'était pour elle très bien. Mais sinon non, je trouve que ça a remis un peu la tactique à sa place. Donc ça c'est pas une mauvaise chose. Et je parle, moi je fais mon mea culpa aussi là-dessus, hein, parce que moi-même j'ai fait partie de ce discours-là. Ça a remis la tactique à sa place et ça a redonné au football son sens premier, sauvage, qui se rapproche de la boxe.
où vraiment le match d'hier, c'était un match de boxe. Ouais. C'est-à-dire, il est dans les cordes, mais il est toujours pas au tapis. Il est dans les cordes, mais il est pas au tapis. Tu tapes, il est toujours là, et puis tout à coup, sur un direct du droit, un direct du gauche, tu retournes le match. C'est Kinshasa 74, Ali Foreman. T'as tout à coup sur un coup, il peut se passer quelque chose. Donc ça a remis un peu le football dans sa configuration initiale, mais ça l'a éloigné en même temps aussi du football moderne et le plus pointu qu'on peut voir le week-end, y compris, et je parle même de la Ligue 1. Et je termine juste sur une remarque, les meilleurs joueurs des 4 finalistes sont des joueurs de Ligue 1. Comment ça se fait qu'en Ligue 1, ils ne performent pas comme ça? C'est ça, pour moi, le mystère, parce qu'on peut se gargariser le fait que voilà, le petit Unai, il joue à Angers, etc. Angers est relégable. Ils ont Unai et Bouffal dans la même équipe, ils sont relégables. Et là, ils sont dans la même équipe avec des joueurs certainement inférieurs sur les autres postes. Ils sont au 4e de la Coupe du Monde. Donc, soit la Coupe du Monde à un niveau Ligue 1, soit notre Ligue 1 sous-performe complètement par rapport à la qualité de ses joueurs. Bah, après, tu prends l'exemple du championnat du millénaire aussi. On peut pas... Tu vois, on n'a pas tous la chance de regarder de la Ligue 1. Flo, tu voulais en jouer? Non, je suis assez d'accord. D'un point de vue tactique, on n'en a rien appris. Et puis, c'est même venu conforter, en tout cas, ce qu'on voit depuis quelques années. C'est que, à mon avis, depuis 2014, mais ça s'était déjà entamé un petit peu avant, après la fin du règne de l'Espagne, c'est que les équipes qui ont justement un jeu tactique très préparé avec des joueurs qui ont beaucoup d'automatisme ont fini à chaque fois par se casser les dents sur des sélections qui avaient un jeu plus restrictif, mais qui l'a joué à l'envie, à la dureté psychologique. On a vu, ce match Maroc-Espagne, alors après, il y a toujours cette histoire du petit poussé face au gros qui est assez incroyable, mais c'est vraiment cette sensation que tactiquement, les Espagnols étaient au-dessus, mais se sont cassés les dents sur des Marocains, et les Espagnols, bah, ça va faire maintenant 4 ou 5 compétitions majeures de suite qui se cassent la gueule de la sorte. Donc ça finit par poser, effectivement, je suis complètement d'accord sur les questions, sur ce point de vue-là, et ce raisonnement, c'est qu'effectivement, on n'apprend rien tactiquement, et c'est même pas forcément l'équipe tactiquement la plus forte qui va l'emporter. Les Argentins, pour moi, par exemple, sur le match d'hier, ont juste été... alors après, on sait pas, il y a peut-être aussi des questions de méforme, voire de maladie pour certains joueurs, mais pendant 80 minutes, ils nous bouffent dans tous les sens du jeu, juste parce qu'ils nous bouffent dans les impacts et dans la volonté et dans la densité physique. Pas parce qu'ils nous bouffent tactiquement ou tout ça. Non, mais au milieu, ils nous ont bouffé au milieu aussi. Ouais, voilà. Mais ils nous bouffent au milieu parce qu'ils nous bouffent partout, parce que c'est pas une supériorité. On n'a jamais vu une supériorité tactique pour moi d'une équipe par rapport à une autre quasiment dans cette Coupe du Monde, ou en tout cas ça s'est rarement retranscrit en termes de résultats. Moi, je suis d'accord que le principal enseignement à tirer du jeu, au-delà du règlement et de ce temps additionnel, c'est plus l'émergence de certains joueurs qu'on a un peu l'habitude de voir en Coupe du Monde. Je vais même pas citer Amrabat ou tout ça, parce qu'il y a des joueurs, même si c'est des bons joueurs, on attend qu'ils confirment aussi à haut niveau. Ça peut être des coups d'un soir à l'échelle d'une Coupe du Monde. C'est plus la prise de pouvoir de certains jeunes. On voit l'Angleterre avec Bellingham, on a vu ce qui restait de l'Allemagne, même si c'est très compliqué avec Moussiala. Et puis c'est cette sorte de passation de pouvoir sans passation, parce qu'au final c'est le roi qui continue à gagner face au prince. Mais cette finale-là, je pense que c'est quelque chose qu'on vivra tous une seule fois dans nos vies. Une finale avec autant de dramaturgie, mais une sorte de mano à mano. J'aimais beaucoup l'image des boxeurs que tu utilisais, Thibaut, parce que on a effectivement ces deux équipes qui, à partir de la 75e, se rendent coup par coup, mais c'est aussi une sorte de mecs sur un ring, et les deux plus grandes stars du foot actuel probablement qui se donnent les coups. Et la dramaturgie n'en finit pas de nous servir, puisqu'ils vont se retrouver dans 10 jours au parc contre Strasbourg. Donc ça va être assez fabuleux. Enfin, je pense pas qu'ils seront là les deux, mais peut-être en tribune. Ouais. Mais c'est vrai qu'on a eu pas mal de retours j'ai lu pas mal de trucs, moi, sur le fait que, au final, dans cette compétition, hormis la finale, il n'y a pas de match légendaire. Hormis, peut-être le but d'Mbappé en finale, il n'y a pas non plus de buts qui resteront dans l'histoire. Et ce qui est paradoxal, c'est que pourtant, c'était une super Coupe du Monde. Ouais, t'es peut-être dur. Dis-moi, le coup franc de Weghorst, peut-être? C'est-à-dire que les mains qui restent, tu vois, par exemple, le Japon, le premier match du Japon, la défaite de l'Argentine en entrée. Ouais, mais mais est-ce que c'est des matchs qui vont vraiment rester dans l'histoire de la Coupe du Monde, ou plutôt dans l'histoire de ces nations-là? Alors, pour nous, non, mais pour eux, oui. Oui. Ouais, la victoire de l'Arabie Saoudite contre l'Argentine, oui, franchement, peut-être. On est sur un truc le plus what the fuck depuis longtemps. Ouais. Franchement, qui a joué, je te dis, à part Paul Le Poulpe, qui a joué l'Arabie Saoudite, ça? On en connaît, hein. Nous, on en connaît. Hein. On en connaît, ouais. Ah, bah, j'en connais une, ouais. Donc, non, ce qui est intéressant, c'est que tu as eu l'impression que il fallait respecter le jeu dans cette Coupe du Monde. C'est-à-dire que tant que
la fin du match n'était pas actée, tu pouvais gagner. Et ça faisait très longtemps que j'avais pas vu ça. Des équipes qui avaient une capacité de détermination, de refus de la défaite, qui les a amenés justement à ne jamais rien lâcher au-delà du rationnel. Non, mais tu vois, l'histoire du temps additionnel, JB, ça joue beaucoup. Complètement, oui. Je pense que ça a eu un effet très important et complètement contre-intuitif. Je répète, c'est contre-intuitif. Et c'est pour ça qu'il faut faire confiance aussi parfois à l'expérience, quoi. Pas juste à des espèces de théories. Le mec, c'est le philosophe. À des théories, je veux dire, des théories fumeuses. de mecs devant une bibliothèque, tu vois. Faut pas les écouter, ces gens-là. Faut jamais écouter ces gens-là. Non, non, mais ce que je veux dire, c'est qu'il faut faire les vraies études d'impact avec des vraies réflexions, quoi. Pas juste des espèces de trucs sortis du chapeau. Ouais, ma fille, elle regarde pas les matchs de foot. Bon, je te disais. Tu veux faire. Pardon, je t'ai coupé, c'est pour rester un coup de gueule. Hein. Oh, ça dénonce ici, putain. Je sais plus ce que j'allais dire je sais pas si c'était intelligent. Non, il y a, ça va vous paraître bête, hein, mais je suis d'accord avec ce que vient de dire Thibaut sur une chose. C'est la force de l'expérience. Hier, et pourtant je suis un très mauvais pronostiqueur, je pense que je suis le plus mauvais de tous. J'ai participé à un concours, j'ai fini dernier. Pendant la finale, j'avais 17 personnes à la maison, c'était un délire, il y avait la moitié c'était des gosses et il y en avait dans tous les sens. Et à 2-0, je la regarde et je me dis c'est mort. Et il se passe un truc, je sais pas pourquoi, hein. Je regarde le temps et je me dis il reste 20 minutes. Ils vont le faire. Ça revient, alors là tu crois pas, tu te dis c'est pas possible. Quand il met le deuxième but, c'est un délire. Et quand il y a le 3-1, tu te dis, parce que tu repenses au milieu de match que tu as vu. 3-2. Ouais, 3-2. Tu te dis, il y aura une opportunité. Il y a l'opportunité. Tu reviens à 3-3. Tu te mets à penser comme Deschamps. C'est ça? Et il te reste 5 minutes, tu sais que quand tu connais l'histoire du jeu, chaque équipe aura une opportunité. Ça se termine par la frappe de Colomboigny. Mais c'est pour ça que je te dis qu'on est dans autre chose, dans un football de nature différente, c'est-à-dire que dans un football qui est plus un football de contrôle. Et c'est exactement un football d'impact. Un football d'impact, c'est pour ça que c'est comme la boxe. Tu vas avoir un moment, une ouverture, le mec va baisser sa garde, tu vas lui en mettre une. Et le football du contrôle, c'est un football statistique, c'est-à-dire que plus j'ai la possession, plus je fais de passes, plus je réussis de passes, plus je vais finir logiquement par avoir la supériorité. Là, c'est un football d'impact, c'est-à-dire qu'au contraire, plus tu subis, plus toi la chance que tu vas avoir, c'est assez paradoxal. Cette équipe de France, plus elle subissait, plus elle était forte. Et alors, plus elle subissait, plus elle était dangereuse. C'est là où j'ai envie de dire, le football de Guardiola ne pouvait pas gagner dans ce cadre-là, parce qu'il suppose un niveau. C'est la régularité, le football de Guardiola, c'est le football de la régularité. Voilà. Et puis de possession, de contrôle. Tu l'as vu avec l'Espagne. Tu refuses le jeu à l'autre, tu ne respectes pas l'autre équipe. Et de l'autre côté, tu as un football, je vais pas dire pragmatique parce que c'est pas vrai, mais en tout cas, qui va fonctionner avec des idées simples, qui va aller jusqu'au bout. Et tu l'as vu, chaque équipe ayant à un moment donné décidé de jouer jusqu'au bout, elles ont eu une ouverture. Et ça faisait très longtemps qu'on n'avait pas eu ça. Et en club, en général, la résignation est telle que dès que tu as pris un but, dans certaines phases de jeu, dans certaines configurations, t'arrêtes, parce que tu sais qu'en face, le niveau de maîtrise est tel que tu ne reviendras jamais. Là, on a quand même assisté à des retournements dans des matchs qui... Alors, je suis étonné de ne pas avoir vu les pros de la statistique, là, les spécialistes Opta débouler en disant que avec ce niveau-là, à telle place du terrain, il y avait X, XP. Mais c'est le discours de Regragui, c'est le discours de Deschamps, c'est même le discours de Scaloni, c'est-à-dire, regardez. Et ça, est-ce que c'est pas aussi une bonne nouvelle par rapport à notre football de club où t'empiles les stars, où tu maîtrises les trucs, où... Moi, je suis partagé là-dessus, je suis partagé, parce que je me dis que ok, il y a le football sauvage, ok, il y a un truc comme ça, primitif, où finalement c'est pas le meilleur qui gagne, où c'est le plus opportuniste, celui qui est capable le plus résistant. Mais en même temps, c'est aussi une remise en question profonde de l'intelligence. C'est une remise en question profonde de la préparation, de la rationalité. Donc, mais là, c'est pour ça que je suis partagé. C'est pour ça que je suis partagé, parce que je me dis que ça va finir par dire, en gros, vous nous faites chier avec vos modèles tactiques, vous nous faites chier avec vos recherches, vous nous faites chier avec les mecs qui écrivent des livres,
y a qu'un mec, des mecs, 11 mecs qui attendent un ballon, et puis tu mets Giroud devant et tu lui mets un centre au premier poteau. Mais ça, c'est en gros le discours de Deschamps. cette irrationalité-là, est-ce qu'on l'a pas déjà aussi vu avec le Real cette année, par exemple? Mais moi, alors, Val, même plus globalement, moi, c'est ce que j'allais vous poser comme question, messieurs. Je suis complètement d'accord sur l'aspect sauvage et absence de tactique du foot de sélection et qui est de plus en plus criant. Avec Val, on est plus jeune, on suit le foot grosso modo depuis une petite vingtaine d'années. Vous qui avez un peu plus d'expérience là-dessus, vous trouvez pas aussi que c'est le foot en général, quand il y a des matchs à élimination directe, on vient de vivre depuis 5-6 ans des années de Ligue des Champions avec des retournements dans tous les sens. Alors, Est-ce que le foot, globalement, sur les matchs à élimination directe, n'est pas devenu un peu plus sauvage? On parlait de Guardiola qui aurait pu potentiellement rien faire dans cette Coupe du Monde parce que la tactique qui était prise Il a par gagné depuis 10 ans. Ouais, mais la Ligue des Champions, ils se cassent les dents tous les ans. alors, si je peux me permettre, moi j'ai énormément pensé à une phrase de Cantona quand il expliquait que l'art du football, c'était de retrouver la spontanéité. Et c'est ce que j'ai vu avec cette Coupe du Monde, c'est-à-dire dans le contrôle d'une forme plus ou moins maîtrisée, plus simple, plus complexe, t'as une part qui est laissée à quelque chose qui est de l'ordre de l'immaîtrisé. Alors après, on laissera Thibaut disserter là-dessus parce qu'il le fera sûrement mieux que moi. Mais moi, j'ai retrouvé quelque chose que j'aimais d'avant. J'avais l'impression que les matchs n'étaient pas joués. Et alors là, c'est purement professionnel, c'est purement personnel. Hein. J'enlève toute forme de généralisation, etc. J'ai retrouvé des plaisirs de football que j'avais pas retrouvés depuis longtemps. C'est-à-dire que depuis très longtemps, je ne regardais plus les matchs en entier. J'avais un mal fou à les regarder en entier, j'avais mon téléphone, etc. Là, alors bon, la première semaine, je me suis tapé un Covid, donc concrètement, ça m'a calmé aussi. Mais j'ai regardé, mais la moitié des matchs de cette Coupe du Monde en entier. Je pense que sur ce plan-là, je crois qu'il y a une sorte d'équilibre de la terreur avec ce qu'on disait tout à l'heure, des équipes qui ont beaucoup progressé en termes de préparation notamment. On voit par exemple le Maroc, la Camille Mohamed VI, depuis 10 ans, il y a énormément de progrès sur la préparation, et donc l'influence de l'Europe, des coachs espagnols aussi. Dans le staff marocain, il y a beaucoup d'Espagnols. Donc il y a cette idée que, comme tout le monde un peu il y a un effet de rattrapage des sélections plus modestes, qui fait que effectivement ça rééquilibre les forces et rend le résultat final plus incertain. Peut-être aussi. En fait, cette sauvagerie, cet aspect primitif, c'est l'effet que ça représente, mais c'est pas la cause. C'est-à-dire qu'au départ, la sauvagerie, je vais te dire, c'est la simplicité, c'est le résultat. La simplicité, c'est l'objectif. C'est pas le point de départ. Le point de départ, c'est d'abord une espèce et là ça contredit ce que j'ai dit jusqu'avant, mais c'est dans le sens où la rationalité est toujours présente, mais elle n'est pas présente au même endroit, au même moment. Et tu rends possible des gains marginaux, tu rends possible des victoires marginales, des accidents plus probables, parce que justement tu t'es mieux préparé et que tu es plus prêt que les autres équipes. Donc ça donne, je pense aussi, cet effet-là. On a l'impression aussi que c'est plus primitif. Je reste malgré tout convaincu que c'est un football beaucoup plus basique, beaucoup plus simple. C'est d'ailleurs pour ça que Deschamps s'en sort très bien. Parce que compte tenu de la pression, j'en ai parlé dans une chronique, compte tenu de la pression émotionnelle, la pression que représente un mondial avec d'autant plus d'importance qu'il a maintenant. On voit tous les débats qu'on a eu celui-là. Enfin, il y a une pression politique, économique, sociale extrêmement importante sur les épaules des joueurs. Rappelez-vous, le débat sur le brassard, faut-il regarder, pas regarder, est-ce qu'un tel va parler, pas parler. La pression est énorme sur les épaules des joueurs, et ce qui fait que cette pression, cognitivement, fait qu'ils sont plus disponibles pour des schémas trop compliqués. Et c'est là où les Français ont été forts, qu'ils ont été capables. Et c'est pour ça que quand tu avais une individualité très forte, tu étais plus armé que les autres parce que ça simplifie ton jeu. Et nous, contre les Anglais, on est sous l'eau et c'est un centre pour les poteaux, quoi. C'est un peu plus simple dans le football. Et là, même la finale, c'est un péno, tu vois, c'est une situation un peu confuse. Et derrière, tu as un chef-d'œuvre d'Mbappé, mais c'est un 1-2, quoi. C'est un 1-2, et puis qui est pas un truc tactique, quoi. C'est vraiment purement de l'instinct, quoi. Donc ça, à mon avis, c'est cette dialectique-là, quoi, entre les deux. Moi, j'ai un autre truc qui pourrait peut-être éventuellement... Enfin, j'essaie de comprendre comment on explique un petit peu cette irrationalité. Et il y a un paradoxe que je trouve assez intéressant, c'est que pendant la Coupe du Monde, c'est le cas sur la dernière, c'est le cas sur celle-ci, c'est le cas sur celle de 2014 aussi, on essaye des nouveaux trucs, alors que c'est l'événement le plus suivi du monde, et on se dirait, normalement, c'est l'endroit où on confirme ces nouveaux trucs. Quand je parle de ces nouveaux trucs, je parle des nouvelles règles d'arbitrage, je parle du hors-jeu semi-automatisé, qui a quand même accéléré les choses, je trouve.
Et je parlais aussi des nouvelles règles d'arbitrage. Moi, j'ai trouvé qu'il y avait un espèce de laxisme sur les décisions, que ce soit en demi-finale ou en finale. Je veux pas tomber dans l'idée du mec qui se plaint, etc. Comme quoi il y aurait des erreurs d'arbitrage. C'est pas ça l'idée. C'est juste, je trouve qu'il y a une espèce de forme de laxisme. Ouais, voilà. Ça, c'est paradoxal. Moi, je trouve qu'on essaye des nouveaux trucs à la Coupe du Monde. Est-ce que vous pensez que ces éléments-là qu'on a rajoutés, ces nouvelles règles, en fait, sont des facteurs qui rajoutent de l'irrationalité? Alors, on va parler du temps additionnel, oui, mais les autres éléments, par exemple l'arbitrage. Ça avait été testé, hein, là, avant. C'est pas des. Le semi-automatique, il a été testé chez les sports déjà. C'est pas quelque chose qui était. Ouais, enfin, du coup, il a jamais été testé vraiment au niveau. Et les nouvelles règles. Je comprends ce que tu veux dire. Mais ça, historiquement, ça a toujours été comme ça. Hein. Oui, mais c'est ça qui est paradoxal. La passe hors presse, c'est la Coupe du Monde 94. Ouais. Les changements, c'est la Coupe du Monde 70, je crois. Et puis en général, tu testes sur une compétition de jeunes juste avant, tu vois ce que ça donne. C'est la FIFA qui est détentrice avec le board, avec l'International Board, qui est l'organe qui dit le droit du football. Donc, plus la concurrence avec l'UEFA, la FIFA essaie d'être un peu l'avant-garde du football et donc essaye des choses que les autres, dont les autres s'inspirent. Ouais, ce que j'ai bien aimé, c'est que je pense que toutes ces décisions, elles vont dans un sens. C'est l'augmentation des temps de jeu effectifs. Alors ça passe par l'augmentation du temps, ça passe par la diminution du temps dévolu à l'arbitrage et à la VAR, ça passe par le fait qu'on aille jusqu'au bout des actions, même si on sait qu'il y a hors-jeu. Même si ça, je comprends pas. Ça, débile comme ça. Je comprends la logique, mais je trouve ça débile. Ouais, moi pareil, ça me rend dingue, parce que tu te dis, mais vas-y, lève-le ton truc, quoi. Mais je pense qu'il y a une volonté derrière de réfléchir à une manière d'augmenter le temps de jeu effectif, de la même manière que l'avait fait le rugby, de la même manière que le fait le basket NBA, par exemple. T'as qu'il y a certaines fautes que tu vas plus siffler du tout en te disant, de toute façon, il y aura du show, il y aura du spectacle, il y aura des points. Là, si tu regardes bien, c'est probablement l'une des coupes du monde les plus prolifiques en termes de buts. C'est la plus prolifique. Oui, c'est la plus prolifique. 172 exactement buts. Chercher la FIFA. Il faut quand même pas oublier que le football, c'est l'un des sports où il y a le moins de points marqués. Ouais. Et que c'est cette incertitude statistique-là qui joue aussi sur la penalty était quand même, il était quasiment un penalty par match. Ouais, voilà. Et alors, ça change la nature du sport aussi. Bon, allez, remerciez votre patron, les deux là, hein. Gianni Infantino là, allez. Non, jamais de la vie. Non, nous on en a dit et on met ça, on voit le poil roux, moi je l'ai juste là. Donc, non, ce qui est intéressant aussi, c'est que normalement, quand t'as plus de pénalty, t'as plus de jaune, t'as plus de rouge. Je crois qu'on est sur la compétition où il y a eu moins de cartons rouges. Et il y a aussi une volonté de laisser couler. Un peu à la manière du foot anglais aussi. En disant, on va regarder ce que fait la première ligue. Peut-être qu'il y a des sources d'inspiration finalement qui ont été finalement privilégiées par la FIFA et ça a donné une Coupe du Monde finalement assez, je vais pas dire décousue, mais complètement imprévisible. Et avec un niveau aussi de colère de la part de certains qui pensaient vraiment être armés. Hein. Je pense aux Espagnols par exemple. Les Belges, bon, tu savais que ça allait être compliqué. Ça a peut-être été aussi un révélateur de l'équilibre dans les groupes. Quand tu vois l'éclatement de la Belgique, quand tu vois finalement que l'Allemagne ça marche pas. Mais rien que la sortie de Benzema. Qui connaît pas. Rien que la sortie de Benzema où on sent un groupe qui se remet à vivre avec la sortie de Benzema et où ça moi je veux... mais en tout cas ce qui sort en tout cas c'est que le groupe était pas mécontent de son départ et on sent que son histoire avec l'équipe de France elle sera jamais un peu chahutée. Attendons de savoir exactement ce qui s'est passé quand on aura la version de tout le monde parce que je suis pas sûr aussi que certains de nos amis n'aient pas relayé aussi certaines thèses qui arrangeaient le groupe et qui permettaient à Deschamps de refaire de la cohésion en interne. Parce que mine de rien, quand t'as un élément comme ça qui part, on l'a expérimenté avec Zidane, ça peut être compliqué. Sans tomber dans des théories du complot, la fabrication d'un propos journalistique à un moment donné, il correspond aussi à des logiques d'influence plus ou moins conscientes. Voilà, à mon avis, la réalité, elle est compliquée des deux côtés et il y a peut-être des choses qu'on ne saura que dans 3-4 ans. Bon, voilà. Donc là-dessus, voilà, moi je regrette que Karim Benzema n'ait pas été là jusqu'au bout parce qu'il aurait eu de la gueule, c'est tout, et que ouais, ça m'a frustré ça, mais bon, voilà. Je me méfie des discours qui justifient le départ du mec parce que bon, je peux entendre le côté parrain, je peux entendre le côté écrasant parce que c'est une vraie figure d'autorité à tout point de vue. A fortiori avec un ballon d'or, parce que là, tu as la légitimité sportive.
Bon, moi, il m'a agacé parce qu'en termes de timing, je pense qu'il est suffisamment intelligent pour savoir ce qu'il fait. On attendra de savoir aussi ce que Deschamps a fait. Voilà, on verra. Donc, temporisons là-dessus. J'ai une question du chat pour Thibaut. Alors, à laquelle on a déjà un petit peu répondu, mais peut-être que tu vas pouvoir répondre un petit peu plus concrètement. Tu as plusieurs fois dit que le boycott était une mauvaise réponse à une bonne question. Penses-tu que l'on ait trouvé là où les bonnes réponses après cette Coupe du Monde? Je crois qu'on a eu une réponse. Ouais. Je pense qu'on a eu une réponse, à savoir, mais une réponse qu'on connaissait déjà. En réalité, c'est que c'est la visibilité qui rend possible le progrès et qui rend possible l'action politique. C'est simple. Et c'est pas en fermant les yeux qu'on arrive à changer le réel, quoi. Enfin, c'est une évidence ce que je dis. Hein. J'enfonce une grande porte ouverte là. Mais je pense qu'on a eu la confirmation du fait que grâce à cette visibilité, déjà grâce à cette visibilité, on connaissait le code pénal qatari. Je mets au défi quiconque de connaître le code pénal qatari avant l'attribution de la Coupe du Monde. Ça, déjà, c'est une évidence. Et puis comme ça, alors, tout n'est évidemment pas parfait. Il y a beaucoup de choses à redire. Il y a eu il y a des fautes de goût, il y a des fautes, voilà, il y a plein de choses. Enfin, à partir du moment où tu regardes le réel, tu es forcément déçu. Maintenant, la question est de savoir, est-ce que tu parles en tant qu'idéologue ou est-ce que tu parles en tant que moi, dans mon cas, dans le cas d'un éditorialiste, quoi. C'est-à-dire, qu'est-ce que je ferais demain si j'étais aux manettes? C'est ça la question. La question de savoir si en général c'est bien ou mal. Bon, en général, on est tous contre. Hein, c'est facile. En réalité, la question n'est pas là. La question est de faire d'un problème moral un problème politique. C'est-à-dire de passer du champ de c'est pas bien, on va tous mourir, ou alors il y a des conditions qui sont inacceptables d'un point de vue moral. Ok, ça on est tous d'accord là-dessus. Sur la morale, il n'y a aucun problème, on est tous d'accord. Le problème, c'est qu'à mon avis, le débat est intéressant si on passe sur le plan politique. Qu'est-ce qu'on fait maintenant avec ça? Une fois qu'on a dit ça. Et moi, j'ai toujours essayé de mettre le débat sur un plan politique et pas sur un plan moral, individuel, il faut se fouetter, ou il faut retourner contre soi-même sa frustration. Non, c'est pour ça que c'était une mauvaise réponse. C'est des réponses qui mènent nulle part. La preuve, regardez les taux d'audience, regardez l'effet qu'a eu cette Coupe du Monde, regardez la visibilité qu'a eu le Qatar et qu'a eu le code pénal du Qatar, par exemple, ou les conditions de travail. Enfin, je veux dire, on n'aurait jamais su tout ça s'il y avait eu ça. Je vais pas refaire le débat là. Mais à partir du moment où, moi, ce qui m'a semblé depuis le début complètement incompréhensible dans ce débat-là, et après je vais pas remettre la cassette, c'est que Amnesty International avait déjà pensé le problème depuis 2012. Depuis 2012, ils s'étaient déjà posé cette question-là. Ils avaient déjà réfléchi à cette question-là. Ils ont émis des rapports, ils ont expliqué leurs doutes, ils ont expliqué pourquoi ils ont pris la décision finalement de ne pas appeler au boycott. Ils l'ont fait publiquement. Et ça, c'est déjà pensé, c'est déjà prêt. Et je ne sais pas pourquoi certains ont voulu absolument être plus droit de l'ONU que Amnesty International, plus que les autres, en s'imaginant qu'ils étaient au-delà de toutes les structures qui existaient déjà, et que eux auraient la position la plus adaptée à la situation. Moi, ça me semble complètement lunaire, cette position-là. Et je l'ai toujours dit, et je continue à le dire. Et je pense que voilà, et le réel est là. Le réel montre bien qu'on n'a pas arrêté de parler de ça. On a parlé aussi de football, et on n'en a jamais appris autant sur les pays du Golfe. Voilà. Et donc, on verra bien ce qui se passe. On verra bien. Ouais, si je peux aller dans c'est leur sens propre, on va regarder, quoi. J'ai été très surpris par ça, c'est-à-dire que d'abord, je suis assez content que cette Coupe du Monde elle ait offert une tribune absolument incroyable à Amnesty. Parce que je sais comment ils travaillent, je sais ce qu'ils font, et honnêtement, ça a permis de vraiment apporter de l'intelligence et des choses qui permettaient de comprendre ce qui se passait là-bas. On a aussi énormément entendu l'OIT, on a aussi vu à quel point le Qatar essayait de se défendre, mais on a aussi beaucoup entendu Amnesty. C'est la première fois dans l'histoire du sport sur les 30 dernières années qu'on a autant de place donnée à une ONG. Et JB, on avait entendu aussi le contradictoire. C'est-à-dire qu'il fallait l'entendre aussi, ce que disait Infantino. Il fallait entendre ce que disait le Qatar aussi. Il fallait pas juste nous enfermer dans notre bulle cognitive. Il fallait entendre que eux, ça leur posait des problèmes, notre réaction. Effectivement. Et ça, moi, j'ai trouvé que c'était extrêmement précieux pour nous parce que nous, en géopolitique, on appelle ça un narratif, des représentations. C'est-à-dire qu'à un moment donné, tous les schémas mentaux que tu as, c'est des choses qui sont civilisationnelles et culturelles. Et on n'était pas dans le choc des civilisations, parce que c'est trop facile. Mais on était finalement dans des... C'est un dialogue. C'est un dialogue. Et pour un dialogue, il faut être deux. Là où moi j'ai été étonné, parce que on en a pris plein la gueule aussi avec Thibaut, faut le dire un peu. En même temps, vous payez cher. Qui vont regarder de haut. Ouais, on a été peut-être, vu qu'on est les lobbies du Qatar. Ceci est heureusement qu'on a eu notre chèque. Heureusement il y aura quel chèque?
je vais pouvoir aller m'acheter des Smarties avec mes 35 centimes. Mais non, plus sûrement, j'ai été assez étonné, moi, de voir la radicalisation de certains qui ont continué à s'obstiner dans leur... non pas dans leur boycott, mais dans leur volonté de rester à creuser leur sillon, ce que je peux comprendre, hein, en se disant qu'ils étaient les détenteurs d'une vérité que personne ne partageait. Il y a un côté... pour certains, je donnerai pas de nom, hein, parce que j'ai été très surpris, parce que je sais que c'est des gens intelligents, je sais qu'il y en a beaucoup qui le sont, et qui se sont enferrés dans une posture. Moi, si tu m'avais dit que demain le boycott fonctionnait, j'aurais adopté le boycott. J'aurais juste regardé ce que ça donnait. Je dis pas que j'ai raison, hein, je dis pas qu'on a eu raison, hein, mais loin de là. Ce que je vois simplement, c'est qu'il y avait plus d'intelligence collective à regarder les choses plutôt qu'à essayer de préconstruire un truc, sachant que les 3/4 des gens qui sont exprimés te disaient de base, je ne suis pas allé au Qatar, je ne veux pas aller au Qatar, connaître le Qatar ne m'intéresse pas. Et pour y être allé, maintenant on peut le dire, hein, quand je suis rentré, et pourtant on a été libre, hein, sur place, je suis rentré avec beaucoup moins de certitude. Et là, moi, ce que j'ai vu, pour en avoir discuté avec énormément de gens qui n'étaient pas français, pour avoir discuté avec des potes allemands, pour avoir vu des Néerlandais de très très près, qui étaient très 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 engagés sur le truc, et à l'inverse, les gens d'Amnesty et beaucoup d'Africains, je me suis senti très français d'un coup, avec cette habitude qu'on a de parfois être très... et on le voit avec la récupération politique qui a été faite finalement avec la présence du président sur le sol du Qatar. Parce que, encore une fois, on n'a pas réfléchi. Et c'est peut-être ça. On a quand même une frange qui est assez étonnante. Tu parlais d'idéologue tout à l'heure, c'est beau. Moi, alors, très honnêtement, hein, je pensais pas que c'en était à ce point-là. Peut-être un petit côté naïf, mais un peu surpris d'en voir encore qui lâche rien. Je pense que c'est le symptôme d'une polarisation des débats, et chez nous, ça a été une question politique. C'est-à-dire, une question politique, d'une question politique au sens de géopolitique, géostratégique, on est passé sur une question morale, et ensuite sur une question de politique intérieure et de politique interne au parti. À savoir, ça a été un problème pour la gauche, en réalité, ce boycott, pour dire les choses très clairement. Ça a été un problème pour la gauche, parce que la gauche n'a pas su comment se positionner par rapport à cette Coupe du Monde-là, et c'est recréé un vieux clivage dans la gauche française entre les révolutionnaires et les réformistes. Les révolutionnaires à tendance un peu plus extrême, je le dis sans jugement, juste c'est un constat, à tendance plus, je sais pas, appelez ça comme vous voulez, et je veux pas dire extrême, parce que ça va les vexer, mais vous voyez ce que je veux dire, vous voyez où je veux en venir. Eux, plus conflictuels, comme c'est le terme qu'ils emploient souvent, eux ont trouvé dans cette position de boycott une manière de justifier leur position. Et plus ils étaient minoritaires, plus ils étaient contents, en quelque sorte, parce que ça satisfaisait une forme d'avant-garde intellectuelle sur la Coupe du Monde. Et les autres, on l'a vu au centre, les centres gauche, le PS et autres étaient plus emmerdés. Donc c'était des positions, c'était Anne Hidalgo, c'était je boycotte, mais en même temps je boycotte pas parce que philosophiquement ils n'avaient pas réfléchi sérieusement à cette question-là. Et donc ils se sont fait prendre tous de court par cet événement-là parce qu'ils ne l'avaient pas pensé. Et je pense que c'est joué là un certain nombre de difficultés idéologiques liées à la gauche française. Parce que la droite s'est pas posé de problème. Pour la droite, l'extrême droite, c'est pas posé de problème. Ni l'extrême droite. Ni même le centre droit, même les centristes. Macron, ça n'avait pas posé un problème, le boycott. À aucun moment, ça a été un sujet. Ça a été un sujet pour une certaine partie de la gauche et qui est lié aux querelles idéologiques à l'intérieur de la gauche. Et je pense que c'est ça qui s'est joué là et que tout devenait un enjeu de positionnement politique par rapport à la gauche. Si tu boycottais, t'étais dans une certaine frange. Si tu boycottais pas, t'étais dans une autre. Alors, t'as ceux qui boycottaient pas, mais qui disaient qu'ils boycottaient. Alors, en vrai, c'était encore, on nageait encore plus. Mais t'as vraiment eu un positionnement et tu le sentais dans les discussions. C'est-à-dire qu'il y a un moment, il fallait que si t'étais vraiment, un mec de gauche, le vrai mec de gauche, c'est Vincent Lindon, le vrai mec de gauche, c'est le mec qui boycotte parce que c'est la belle âme et parce que lui, il pense vraiment à la souffrance du monde et les autres n'y pensent pas. Voilà. Il a une empathie, je sais plus qui a employé ce terme-là, une empathie que les autres n'ont pas. Et ça s'est joué là. Et le débat s'est joué. Et c'est pour ça que c'était pour moi un débat qui n'avait pas de sens parce qu'en réalité, on était sur un plan sentimental et ça supposait donc
que tout le reste du monde, on n'avait rien à foutre. Alors que c'était le contraire. Alors que c'était eux qui en avaient rien à foutre parce qu'ils voulaient fermer les yeux, justement. Okay. Donc, c'est pour ça que moi, c'est un débat que je trouvais merdique depuis le début, parce que je trouve que c'était un débat interne à un parti qui n'arrivait pas à se positionner sur ce sujet-là. Propre à ta conscience, c'est-à-dire que tu pouvais pas changer le cours du monde avec juste le fait de couper ta télé. Ouais. C'est un truc, moi, avec une autre chose qu'on a vue, et c'est ce que me disaient des potes, c'est qu'on nous a presque interdit le fait de prendre du plaisir à regarder un match. Alors que le problème, c'était pas le terrain, c'était autour. Oui, et ça s'appelle le retournement le retournement de la névrose contre toi-même. Comme tu peux pas changer le cours du monde, tu retournes ta frustration contre toi-même et contre les autres. Voilà, et c'est un vieux problème, en fait. C'est un vieux problème politique. Et je trouve ça dommage parce que en réalité, c'est des gens intelligents, en fait. Moi, ce que j'avais écrit dans le papier dans Eurosport, c'est qu'il y a des gens qui connaissent le foot, quoi, qui ont fait ça. Et je trouve que c'est une situation dans laquelle ils ne peuvent pas sortir parce que, et maintenant, ils vont faire quoi? À part chercher des raisons de boycotter encore. Donc, tu rentres dans une logique qui mène au nihilisme, c'est-à-dire à vouloir le rien, à vouloir le néant, pour pouvoir continuer à entretenir cette position-là et à entretenir une conflictualité qui est complètement artificielle, en réalité, parce que c'est un débat pour personne, en réalité, à part quelques-uns qui monopolisent débat. Donc je trouve ça triste. Moi, ça m'attriste. Mais bon, après, dont acte. Hein. Tant qu'on peut discuter, moi, il n'y a pas de problème. Je le comprends. Bon, messieurs, je vais vous couper. Je pense qu'on a. J'ai juste une dernière question très rapide, Val, finalement. Vas-y, Flo. Pour revenir sur un sujet, alors plus léger, mais lié à cette attribution de la Coupe du Monde au Qatar. Ça aussi, on n'en a pas parlé. Était la première Coupe du Monde qui s'est jouée en hiver, ou en tout cas à mi-chemin entre l'automne et l'hiver. Moi, c'était un de mes gros points, je sais pas ce que vous en avez pensé, moi, c'était un de mes gros points d'incertitude. Est-ce qu'on est capable de vibrer pour une Coupe du Monde et pour une compétition internationale en plein novembre? Ah bah oui, et au final, putain, j'ai kiffé. Ah ouais, bien sûr, c'est même, j'ai kiffé. C'est en termes d'audience, tout le monde a vu la différence. C'est-à-dire qu'on avait plus besoin maintenant, même quand Donc, encore une fois, contre-intuitif. Depuis le début, encore une fois, contre-intuitif. Alors attends, contre-intuitif. Encore une fois, là, on regarde les choses du côté français. Tu sais que c'est la première fois que l'Argentin gagne une Coupe du Monde l'été. Et oui, il fait pas la première fois qu'on la fête dehors l'été. Oui, c'est l'été. Et là, clairement, on est sur quelque chose encore une fois, qui est très européano-centré. On regarde le truc en se disant, ah, c'est pas bien pour nous, mais les autres. Ils sont fous. Mais on dit pas que c'est pas bien pour nous. Au début, on dit que c'est pas bien pour nous. Tu dis, attends, on se rend compte que le fait qu'il fasse froid dehors et qu'on puisse regarder des matchs en plein mois de novembre, ça nous égaye un peu nos journées d'hiver. Ouais, c'est pas mal aussi. Juste avant Noël, en plus, tu vois, c'est le moment pour les gamins. T'avais le calendrier de l'avant et en même temps les matchs de Coupe du Monde. Donc tu vois, encore une fois, on a des a priori, des préjugés et ça résiste pas à l'expérience, quoi. C'est ça. Ouais, puis comme ça, en plein été, on peut vraiment pleinement profiter du Tour de France sans avoir une compétition de foot majeure à côté. Mais au-delà de ça, je suis très sérieux quand je dis ça en plus. Mais au-delà de ça, je sais que t'es très perspectives sur des... Ça ouvre aussi d'autres perspectives sur des pays organisateurs qui ne pourraient pas accueillir. Enfin, on le voit depuis des années avec la CAN qui s'organise régulièrement au mois de janvier pour des raisons climatiques. Ça ouvre aussi des perspectives à des pays organisateurs qui n'auraient pas les moyens d'un point de vue climatique d'accueillir des coupes. Alors, c'est beaucoup de pays qui n'ont pas forcément les moyens financiers, mais... Une réserve à ça, c'est que tu commences à avoir une autre tendance dans le sport, c'est ce qu'est en train de faire le CIO là pour les Jeux Olympiques d'hiver, c'est que devant la difficulté à pouvoir organiser sur certains créneaux, et notamment dans des sports bien particuliers, aujourd'hui c'est en train de faire un pool de villes, a priori une trentaine, c'est en train de se décider, où probablement on va piocher pour les prochaines décennies. C'est-à-dire que tu vas quand même avoir une limitation du nombre de pays potentiellement capables de l'accueillir, donc tu vas fermer la porte. Et sachant que normalement dès 2030, ton mois de juillet, ton mois d'août seront plus propices au sport parce que les températures moyennes seront trop élevées, y compris en Europe, il y a quand même de grandes chances que le Qatar soit aussi un laboratoire pour plein d'autres choses. C'est-à-dire qu'il ne serait pas impossible aussi, vu les audiences, que on ait aussi des manifestations de la FIFA qui se décalent. Bon, messieurs, on est à 1h07 d'émission. On s'était promis de faire 40 minutes. Vous voyez, je vous avais dit qu'on ne tiendrait absolument pas.
J'ai des petits remerciements à faire. J'ai juste un dernier mot. Enfin, je voulais juste une dernière question pour vous d'abord. Une dernière question pour voir. Est-ce que vous auriez un dernier mot après ces 32 émissions qu'on a fait dans notre dispositif 11e art? Le mot de la fin pour chacun d'entre vous. Kylian pour moi. D'accord. Ah bah tiens, justement, ça me permet parce que à l'instant même est tombée la prochaine une de SoFoot. Ouais, t'as vu? Ouais, Mba presque. Ouais. Ouais, pas mal. Marrant. Pas mal du tout. JB, un dernier mot? J'ai envie de dire dehors. Non, Pour ton salaire? Non, mais si je dois expliquer, ça fait 10 ans que tout le monde fantasme sur Doha. Là, ça fait 1 mois que le monde entier est à Doha. Tu reviens de Doha, les gens ont compris ce qu'était Doha. Enfin, en tout cas, plus qu'avant. Tout le monde a progressé avec cette Coupe du Monde et c'est ça aussi. Et je sais pas si dans 11e art on l'a montré, mais en tout cas, l'équipe a fait un taf de dingue. Thibaut, un mot que les gens comprennent? Bah, 11e art. 11e art. On a été fidèle au titre et à la chaîne, donc je crois que la Coupe du Monde a été fidèle, a rendu hommage à cette chaîne, donc bravo. C'est sympa. C'est sympa. Merci beaucoup. Et merci beaucoup pour le travail que vous avez fourni. Et ben, le sens du détail, je serais tenté de dire. Le sens du détail, exactement. Faut avoir le sens du détail. En effet. Bon, je me prends un petit peu de temps pour moi pour proposer une petite chronique de remerciements parce qu'on arrive à la fin de cette émission qui vient aussi donc conclure plus d'1 mois de quotidienne à vous présenter les 64 matchs de cette Coupe du Monde. Ça a encore été une expérience incroyable pour nous, qui nous aura permis de grandir en tant que médias, de rencontrer et d'échanger avec des passionnés. Alors même si le résultat final n'est pas celui qu'on aurait souhaité, je me dois quand même de prendre quelques secondes pour remercier tout le monde. Tout d'abord, je voulais quand même remercier un petit peu les acteurs de ce jeu, et notamment Léo Messi, de nous avoir fait vibrer pendant les 20 dernières années pour tout ce qu'il a fait pour l'histoire de ce sport et pour les émotions procurées. On espère pouvoir te regarder encore quelques années, mon petit. Merci à notre Kiki national pour cette perf incroyable en finale de Coupe du Monde. On peut le dire, je crois, c'est ta décennie, gamin, on est juste là pour t'accompagner. D'un point de vue plus personnel, je voulais aussi évidemment remercier toutes les personnes qui nous ont accompagnés tout au long de notre dispositif, à commencer évidemment par tous nos experts pendant nos previews. Alors ça va être un moment un petit peu long et fastidieux, mais je me sentais dans l'obligation quand même de les citer et de vous inviter à aller les suivre sur tous les réseaux sociaux. Donc merci à Jean-Charles Sabatier, à Football Therapist, à Kylian Besson, à Adam Agnon et à Samy de la page Qatar Football Qatari. Pardon, je l'ai fait, Qatar Football France. Merci à Quentin Guesp, Enzo Pello, Diego Tonatu, Clément Bernet et aux copains de la page Polka et Nizna. Merci à Tom Williams, à Abdoulaye Dramé, à Cédric de la page de l'Actu Foot Croate, à Kevin Nieto et à Raphaël. Merci encore à Swan Borsellino, à Navi de la page Football Iranien et à Antoine Blanchet, à Sofiane, à nos amis de la page Superliga N France. Merci aussi à Elias Bailiff, au Grand VG, à Rod Willem, à Raphaël de Griffe de Foot. Merci à Marcelin Chamois et à Amine El Amiri. J'arrive au bout, promis, il m'en reste plus que 5. Un big merci à Alex Ribeiro qui est toujours présent avec nous et toujours aussi sympa. Foncez vous abonner à la page Trivella pour tout ce qui touche au foot portugais, pardon. Merci à Lazare VP, à Antoine Beau, à Baptiste MGL et enfin merci aux copains de la page Foot Suisse. Bon, vous avez cru que c'était fini, il m'en reste encore quelques personnes à remercier, tous ceux qui nous ont accompagnés évidemment pendant notre quotidienne. Guillaume des Irrésistibles Français qui a fait des allers-retours au Qatar et dont je ne préfère même pas imaginer l'état aujourd'hui. Buntavi Sullivan pour son expertise sur le Japon, Antoine Latran pour son accent américain, Loïc Trégorès pour ses analyses géopolitiques sur les Balkans, Romain Molina pour nous avoir permis de découvrir ce qu'est le football dans les pays du Moyen-Orient, mais aussi et surtout vous deux messieurs. Thibaut, merci infiniment pour toutes ces chroniques qui nous ont accompagnés pendant notre quotidienne, pour tous nos enregistrements matinaux et pour toutes ces références philosophiques que j'ai pas encore complètement comprises. Et merci à toi JB, 2e année consécutive à nous apporter ton expertise géopolitique, c'est toujours aussi top, même si je me demande comment tu feras l'an prochain quand tu pourras plus dire que le Maroc c'est la famille. Bon, en tout cas, promis, on vous payera une bière pour tout ça. J'arrive au bout de mes remerciements. Voilà, promis. J'arrive au bout de mes remerciements, mais il faut quand même que je fasse un big up aux gars de l'équipe. Les petits nouveaux qu'on a recrutés cette année, Zach qui a vécu un enchaînement brevet blanc, finale de Coupe du Monde pas terrible. Tom qui aura pu ajouter des nouvelles nationalités sur son passeport, Motaz qui a enfin pu trouver un art qui lui va bien, et Bilal qui, en plus de remplir les quotas, parle quand même bien de football. Et les vieux de la vieille, évidemment, Alex en tête, mais aussi l'ami Jules et le poteau Flo,
toujours là pour tenir la baraque malgré des rotules vieillissantes. Et évidemment, un dernier immense merci à vous tous qui nous avez écoutés pendant tout au long du mondial. Le nombre d'écoutes chez nous est en progression constante, tout comme le nombre de messages positifs que l'on reçoit, et je peux vous confirmer qu'en cette froide et triste période de descente, ça fait chaud au cœur. J'espère qu'on vous a amené quelques trolls, hein, quand même. Ouais, bah bien sûr, là, les derniers, là, il y a 1 heure même pas, donc c'était vraiment top. Voilà, donc n'hésitez pas évidemment à nous envoyer de la force, à partager, à liker, à streamer, à vous abonner avec tous ces moments, et à nous soutenir aussi, tiens. On a une cagnotte Tipeee qui est faite pour ça. Bref, c'est tout ça qui nous donne de la force pour aller de l'avant. On espère en tout cas que ce dispositif spécial vous aura plu. Nous, on va prendre un petit peu de temps pour nous reposer, se changer un peu les idées, aller boire une bière avec JB et Thibaut. Mais on sera de retour début janvier avec plein de nouveaux podcasts de qualité. D'ici là, portez-vous bien, sortez couverts, et malgré tout, vive le football. Merci beaucoup les gars. Ben, merci aussi à toi Val, parce que du coup t'es pas dans les remerciements, mais merci beaucoup à toi pour le... Ouais, merci parce qu'on t'a bien pourri quand même. Hein. T'es dispo? Non, je suis pas dispo tout de suite. Ouais. Attends, je suis pas dispo là, j'ai ma fille, attends là. Ça va. Vous étiez... Ouais, t'inquiète, je suis dispo. Vous étiez quand même assez dispo et assez tranquille, donc merci beaucoup encore à vous. Allez, merci à tous, et on se revoit très bientôt sur 11e art. Ciao. Allez, ciao. Ciao.